Ok, voilà, je crois on va continuer. On s'était limité au point où je disais que, attendez, je vais peut-être activer ma vidéo. Voilà. Donc, j'étais au point où j'expliquais les résultats qui étaient affichés, standardisés. Donc, je disais ici que vous avez les variables. Les trois premières colonnes, il y a les variables. Les variables qui sont à gauche de l'équation et à droite de l'équation, et puis l'opération au milieu. L'opération égalité avec les symboles tilde, ça se lit tout simplement, et mesuré, pardon, visuel et mesuré par x1, visuel mesuré par x2, ainsi de suite. Et les deux tildes, il faut pas, peut-être que celui qui a, Dongoto, tu peux muter ton micro pour ne pas déranger. Donc, okay. Donc, j'ai dit, les deux tildes indiquent en fait la variance. Si c'est entre deux variables, entre la même variable, ça veut dire la variance. Si c'est entre deux variables, ça veut dire la covariance. Et nous pouvons en fait, dans la spécification du modèle, nous pouvons demander que les modèles puissent aussi nous estimer les covariances entre les différentes variables. Il suffit en fait d'ajouter, lorsqu'on définit les modèles, ces genres de relations ici. Par exemple, si on ajoutait x1 tilde x2, ça veut dire que ça pourrait nous calculer la covariance entre les variables. Donc, ce sont des possibilités qu'on peut avoir. Nous avons, et donc, les variances des variables sont données par défaut. De même que les covariances entre les facteurs, c'est donné par défaut. J'étais en train de dire que pour les variances des facteurs, nous avons utilisé une standardisation qui impose aux variances la valeur 1. C'est ça. Quand nous avons mis dans l'estimation S dt LV equals true, c'était pour imposer l'égalité dans le fait que les facteurs et les variables puissent avoir une variance qui est égale à 1. C'est pourquoi vous voyez ici, les variances sont identiquement égales à 1 partout. Mais cependant, nous avons l'estimation des covariances entre les facteurs, les covariances des erreurs entre les facteurs, et ces covariances sont significatives. Alors, que ce soit les variances, donc les variances des variables, là, et les covariances, tout cela est significatif. Alors, comment allons-nous interpréter cela? Okay? Si les variances sont significatives, sont statistiquement différentes des zéros, cela veut dire tout simplement que les modèles n'ajustent pas correctement ou parfaitement les données. Donc, vous voyez que ça nous ramène encore en fait à la conclusion similaire à celle que nous avions tirée lorsqu'on a parlé des critères d'évaluation. Donc, si les variances sont significativement différentes des zéros, des variances des variables, alors cela signifie que les modèles n'ajustent pas correctement les données. Parce qu'on s'attend à ce que la variance soit faible. Mais comment savoir si les variances sont significatives? C'est à partir des valeurs P, des p-values ici que vous voyez, comme c'est 0,00, ou alors vous pouvez regarder aux valeurs Z, les valeurs les statistiques du test. Et ici, la limite à 5%, si la valeur Z est supérieure à 1,95, on rejette l'hypothèse nulle. Donc, on rejette l'hypothèse nulle qui dit que la variance est égale à 0. Donc, comme les variances sont significativement différentes des zéros, donc, en conclusion, les modèles que nous avons estimés n'ajustent pas parfaitement les données. Et comme je disais, ça confirme en fait les différentes relations, en fait, les différentes conclusions auxquelles nous étions arrivés avec les critères d'évaluation. Donc, ça, c'est des différents modèles. Alors, nous pouvons avoir tout simplement, ça c'est, on a tiré ici l'estimation des paramètres. C'est ce que nous avons fait là. Mais on peut aussi extraire les résultats standardisés. Donc, je fais encore aussi la différence que
il ne s'agit pas des variables standardisées, c'est plutôt des résultats, okay, des résultats standardisés. Avec la fonction qu'on va utiliser ici, c'est standardized solution. Donc, on cherche les solutions standardisées. Donc, c'est ce qui et la fonction a comme argument toujours l'objet qui contient les différents résultats de notre estimation. Donc, voilà. C'est rien d'étrange qu'une partie de ce qui vient de ce que j'avais ici. Donc, une partie de ces résultats. Donc, nous avons les 4 premières colonnes, les 5 premières colonnes, oui, et les Z, et la probabilité, et puis on nous ajoute disons, les bornes inférieures et supérieures de l'intervalle de confiance de ces résultats-là standardisés. Donc, voilà comment on peut estimer. Alors, maintenant, l'interprétation ici. L'interprétation doit se faire de la manière suivante. Ça, c'est standard error. Je n'ai pas les estimations. Je rentre aux estimations. L'interprétation des charges factorielles s'est fait de la manière similaire à l'interprétation des coefficients de la régression. Donc, ici, on dira par exemple, parce qu'on a standardisé, on dira une augmentation d'une unité des capacités visuelles, okay, entraînera une augmentation de 5,154 de la variable x1. Mais ici, parce qu'on a standardisé, lorsqu'on dit une augmentation d'une unité, ici, ça sera un écart type. Bon. Une augmentation d'un écart type des capacités visuelles va entraîner l'augmentation de la variable x à concurrence, x1 plutôt, à concurrence de 5,154. Ça, c'est la manière dont nous pouvons interpréter les résultats que nous avons ici, donc les charges factorielles qui sont en fait interprétées comme les coefficients de la régression dans un modèle de régression multiple. Donc, voilà un peu ce qu'on peut voir. Donc, il faut retenir ici qu'on cherche à trouver les relations entre les variables observées et les variables latentes. Et l'avantage que nous avons avec les modèles d'analyse confirmatoire, c'est que nous pouvons aussi calculer les covariances entre les variables et les covariances entre les facteurs. Bon, voilà un peu. Et maintenant, je m'attends à ce que vous puissiez poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions sur la façon de faire les choses? Bon, pas vraiment de questions, mais j'aimerais juste revenir sur l'ordre de points pour pouvoir faire cette analyse. Alors, nous avons commencé par la spécification du modèle et ainsi de suite. J'aimerais juste savoir un peu la façon dont c'est cheminé, quoi. Donc, la première chose à faire, c'est spécifier les modèles. Donc, c'est là où vous précisez quel facteur, quelle variable doit affecter quel facteur latent. Donc, vous spécifiez les modèles. Et après avoir spécifié les modèles, vous devez estimer les modèles. Estimer les modèles. Et ensuite, vous pouvez analyser, résumer les différents résultats que vous avez obtenus. Mais il ne faut pas oublier l'étape de l'identification, parce que l'identification permet de vous dire si l'estimation va produire des valeurs uniques des paramètres. Et dans la vidéo du cours, j'avais précisé qu'une des façons de le faire de manière assez simple pour identifier les modèles, c'est d'imposer que les facteurs, soit, il y a deux possibilités, soit imposer qu'au moins une charge factorielle sur un facteur soit égale à 1, c'est la première possibilité, soit imposer l'égalité de la variance des facteurs. Et dans ce que nous venons de faire, nous avons imposé en fait l'égalité des paramètres, plutôt l'égalité de la variance, l'unité en fait de la variance
des facteurs. C'est pour faciliter l'identification. Après, dès que vous avez estimé les modèles, vous pouvez maintenant vérifier si les modèles font un bon ajustement des données. Et il y a beaucoup de critères qui sont présentés pour ça. Il y a les critères, d'abord, il faut que la valeur qui carré qui est fournie par les modèles soit non significative pour montrer qu'il y a un bon ajustement. Il y a d'autres critères, notamment les CFI et les LTI, qui doivent varier dans un intervalle bien déterminé pour que les modèles soient bons. Donc voilà. Et dès que vous êtes rassuré que les modèles ajustent correctement les données, alors vous pouvez interpréter, utiliser les données. Voilà. OK. Et dans tout ça, il faut prendre aussi en compte la normalité, parce que si ce n'est pas normalisé… Oui. Non, la normalité n'était pas… Il y a une seule variable qui s'est écartée légèrement de la normalité. Mais toutes les autres variables sont normalement distribuées selon… J'ai eu la difficulté avec ces packages-là, sinon j'allais vous montrer les graphiques. Mais toutes les variables, à l'exception des X6, sont normalement distribuées. Donc, il faut se rassurer que toutes les variables sont normalement distribuées. Alors, on a utilisé l'analyse confirmatoire, quel que soit les décalages, une déviation légère de la normalité par rapport à X, à X6. Mais si une façon de vous rassurer en fait que toutes les variables sont normales, c'est de prendre par exemple la variable X6 ou la variable qui n'est pas normale et la normaliser. C'est-à-dire vous prenez la valeur de cette variable-là, vous retranchez la moyenne de la variable et vous divisez par l'écart type et c'est une façon de normaliser. Mais pour la variable ici, l'écart, la déviation n'est pas trop flagrante, si je peux dire ici, par rapport à la normalité. OK. Et dans un dataset, on aura toujours à vérifier la normalité. Oui. Il faut vérifier la normalité parce que ça vous permet de satisfaire les hypothèses de l'application de la méthode d'analyse factorielle. Donc, c'est une hypothèse importante, la normalité des variables. Et il faut retenir une chose, hein, parce que je n'ai pas dit ça. Cette analyse, on vient de la faire sur des variables continues. Mais elle peut aussi être faite sur des variables discrètes, non continues. Donc, il n'y a pas la limite. Alors, si j'ai choisi les cas de variables continues, c'est parce que nous, en tant qu'économistes, généralement, les données par défaut que nous utilisons sont des données continues. Mais il peut y avoir des données catégorielles que vous pouvez également utiliser pour estimer, pour appliquer en fait, trouver les facteurs latents dont il n'y a pas de limite sur ce point-là. Mais la procédure, c'est toujours la même, que ce soit… Oui, la procédure, c'est toujours la même. Il faut donc faire la même chose, les mêmes étapes que nous avons. Mais il faut se rendre compte qu'avec les variables discrètes, il n'est pas toujours… Bon, comment on va juger la normalité? Ça, c'est aussi important parce que la distribution, ici, par exemple, je vous donne l'exemple. Peut-être je ferai ça pour une vidéo que je vais mettre à la portée de tout le monde, hein, où je pourrais prendre un cas, au lieu de prendre les mêmes cas que j'ai pris avec vous au niveau des TP, si je peux appeler comme ça, de la pratique, je vais prendre un cas qui va ajouter un plus pour vous, où je vais prendre en fait les variables discrètes. Donc, vous voyez, par exemple, si vous étudiez par exemple la gouvernance ou c'est pas moi, l'appréciation, la perception de l'efficacité de certaines politiques gouvernementales sur le bien-être de la population. Bon, et que vous faites une enquête, vous allez demander par exemple aux gens une question comme celle-ci, une question ouverte qui dit les gouvernements ou bien les administrations territoriales décentralisées s'occupent de manière efficace des besoins de la population. Il y a plusieurs actions, plusieurs possibilités de réponses. Vous avez par exemple, j'accepte, je suis d'accord, parfaitement d'accord, d'accord, moins d'accord ou quelque chose comme ça, pas d'accord, complètement pas d'accord. Vous voyez, ce sont des possibilités
qui indique les différentes les réponses qui peuvent être données. Bon, à ce moment-là, ces variables, on ne va pas dire que ce sont des variables normales. Non, ce n'est pas une distribution normale. Donc, mais on peut appliquer l'analyse factorielle confirmatoire pour voir quelles sont les variables latentes qui sont derrière cette perception-là. Donc, voilà, l'application peut appliquer aussi bien aux variables continues qu'aux variables catégorielles. Non. Ok, merci beaucoup, professeur. Isaac n'est pas là pour les questions aujourd'hui. Hein? Je suis là, professeur. J'ai une question. Oui. En fait, professeur, comme pour notre cas ici, où le modèle n'est ajusté pas aux valeurs, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On s'arrête là, l'analyse, on s'arrête là où il y a une autre alternative. Est-ce que tu peux répondre un peu? Je pose la question par rapport à l'exemple pratique que nous venons de faire. Le modèle tel que spécifié ne s'adapte pas aux valeurs, aux variables. Alors, je voudrais savoir, l'analyse s'arrête là où il y a une autre alternative pour faire le modèle être bien spécifié. OK. Bon, en fait, l'analyse peut s'arrêter là, comme on peut chercher une autre alternative. Parce qu'en fait, ici, on peut ne fût-ce que donner des informations concernant les charges factorielles, concernant les variances et les covariances. Mais tout en notant, bien sûr, que l'ajustement n'est pas bon. C'est-à-dire, les modèles que nous avons obtenus n'ajustent pas correctement les données. Mais cela n'empêche pas de dire qu'il y a des facteurs latents. Et on peut soit varier la méthode d'estimation, par exemple. Parce qu'ici, la méthode que nous avons utilisée, c'est la méthode du maximum de vraisemblance. Okay? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit. C'est la méthode du maximum de vraisemblance que nous avons utilisée. Donc, il se peut qu'on puisse, par exemple, allez, on va revenir à Géry tout à l'heure. Isaac, Géry dit qu'il n'a pas bien suivi ta question. Peut-être tu peux l'écrire dans les commentaires. Donc, en fait, ce qu'Isaac demande, c'est ceci. Je réponds, Isaac demande, les cas que nous venons de faire, nous nous rendons compte à partir des différents critères et aussi à partir de la signification des variances que les données, les facteurs latents ou les modèles n'ajustent pas correctement les données. Y a-t-il une alternative ou devons-nous arrêter l'analyse là-bas? Alors, c'est pourquoi moi, je suis en train de répondre pour dire que nous pouvons soit, il y a deux possibilités, nous pouvons reporter, donc donner les résultats que nous avons obtenus, c'est-à-dire nous avons les charges factorielles qui sont estimées, nous avons les variances et les covariances qui sont estimées. On peut reporter ça, mais en indiquant néanmoins que les modèles ne font pas un bon ajustement des données. Tout comme on peut chercher une alternative. Peut-être cette alternative peut venir d'une nouvelle méthode d'estimation. Ici, nous avons utilisé comme méthode la méthode du maximum de vraisemblance. Et c'est celle-là que nous avons également exposée au cours. Mais il y a d'autres méthodes, certainement, qui peuvent être utilisées pour estimer. Et à ce moment, on va vérifier si les résultats que nous avons obtenus sous la méthode du maximum de vraisemblance sont corrects ou pas. Donc, il y a toujours une possibilité d'amener l'analyse un peu au-delà de ce que nous avons fait ici. OK? Ah, OK. Voilà. Y a-t-il une autre question? Dongoko, tu peux allumer ton micro. J'avais muté ça parce qu'il y avait trop de bruit chez toi. Oui, je n'ai pas de questions, mais c'est possible pour l'instant. Tu as suivi tout ce que nous avons fait, hein? Oui, j'ai suivi, monsieur le professeur. Marie, c'est la première fois que je puisse assister. Ah, c'est la première fois que tu assistes? Oui, c'est la première fois. Oh là là, bon, j'espère que l'expérience va t'aider. Bon, je me suis toujours préoccupé par la participation faible à ces séances. Heureusement que, en fait, j'enregistre pour vous ces séances pratiques auxquelles vous aurez accès juste dans les 30 minutes ou 45 minutes qui suivent les séances. Donc, je vais envoyer encore une fois de plus ces vidéos. Je vais envoyer les liens
Mais j'espère que vous avez bien suivi. Géry, est-ce que vous avez suivi les 2 vidéos passées? Les vidéos enregistrées de séances passées. Oui, oui, oui. Les séances pratiques. Non, Ouais, non, parce que en fait, j'allais demander aussi, vous avez posté ça sur YouTube ou bien comment? Parce que j'avais juste reçu le lien. Oui. Et... Dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est quoi? Quand je vous envoie les liens, vous cliquez sur les liens et vous allez sur la vidéo. Et ce n'est pas visible sur YouTube parce que ce n'est pas destiné à tout le monde. C'est seulement à vous. Ah, d'accord. Donc, on clique juste sur le lien et puis ça va nous ramener sur... Vous cliquez sur les liens et ça va vous ramener à... C'est une invitation, en fait, que je vous envoie, donc une autorisation à voir la vidéo. Donc, les autres personnes ne peuvent même pas voir ça, en fait, sur YouTube, sur ma chaîne. Ok, d'accord. Je vais voir ça en tout cas. Donc, il faut ainsi informer les amis de cette précision que je viens de donner. Il s'agit, surtout pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, surtout pour ceux qui n'étaient pas là. Il s'agit en fait des vidéos qui ne sont destinées qu'à vous. Quand vous recevez l'invitation, vous cliquez dessus et ça vous amène à regarder la vidéo. On va vous dire, par exemple, les propriétés de la vidéo à restreindre, que ça doit être vu seulement sur YouTube. Vous cliquez et vous allez regarder. D'accord. Donc, il y a par exemple cette vidéo, par exemple, les vidéos que j'ai faites pour vous, ce n'est pas accessible pour les apprenants des DA1. Et j'ai fait également des pratiques avec eux et ils ont leurs vidéos auxquelles eux seuls peuvent accéder. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Donc c'est la technologie, hein. Il faut en profiter dans tous les sens. Ok. Voilà. Ok, bon, je ne sais pas s'il y a une autre préoccupation, mais tout ce que je veux dire, il faut que vos amis apprennent en fait, à suivre les cours, en fait, à suivre les explications. Parce qu'ils peuvent avoir des questions. Bien sûr, ils peuvent suivre la vidéo, mais s'ils étaient là, ils auraient dû poser peut-être certaines questions pour obtenir plus d'éclaircissement. Monsieur Pousseur, moi, je n'ai pas encore reçu les liens là pour les vidéos. Oui, je crois que toi, est-ce que tu m'as envoyé ton email, ton adresse email? Oui, j'ai envoyé sur les groupes là. Tu as envoyé aujourd'hui, n'est-ce pas? Hier ou aujourd'hui? Hier soir. Hier soir, oui. Je crois que tu avais répondu. J'avais dit que j'attends que les autres aussi qui n'avaient pas envoyé leur lien les fassent aujourd'hui. Et comme ça, je vais faire une fois pour tout. Donc, je vais les faire juste après ceci. Ok, ça va. Ok. Bon. Non, je pourrais aussi envoyer le lien à tout le monde. Le lien de la vidéo? Oui, oui. Bon, en fait, le lien, si chacun a son email. Non, si j'envoie, c'est-à-dire j'envoie aux emails des individus. C'est pourquoi je t'avais demandé des emails. Donc, quand quelqu'un ouvre son email, il voit les liens là-dedans et il clique dessus pour voir la vidéo. C'est ça, en fait, c'est une invitation en fait que j'envoie. Donc, il faut dire aux amis de consulter leur boîte email s'ils n'avaient pas encore fait ça. J'ai vu, il y a eu quelques personnes qui ont regardé. Donc, de consulter leur boîte email, c'est là où ils vont trouver les liens qui vont les conduire aux vidéos qui sont postées pour vous. D'accord. Voilà. Mais professeur, j'aurais aussi à suggérer quelque chose par rapport aux séances. On pourrait aussi avoir une alternative de Zoom qui est Google Meet. Parce que là, il n'y a pas de limite, on dirait. Ah, Google Meet OK, il n'y a pas de problème. Là, oui, on peut également faire ça par Google Meet. Mais là, je me demande si nous aurons la possibilité. Bon, je vais voir s'il y aura la possibilité de vous faire l'enregistrement aussi. Hein. C'est vrai qu'avec Zoom, il y a la limite de 40 minutes. On va essayer de contourner ça. Hein, je vais regarder dans la possibilité. D'accord. Oui. Il y a aussi House Party qu'on peut utiliser. Mais House Party a une limite de 8 personnes seulement. Donc, on va chercher la possibilité qui prend et beaucoup de gens et beaucoup de temps. OK. Voilà. Bon. Jolie, il n'est plus revenu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jolie? Jolie, elle était allée à la mort. Apparemment, elle a perdu quelqu'un de cher. Oh là là. Vous lui présentez mes condoléances alors. Hein? Bon, je pense que nous avons fini pour aujourd'hui, sauf s'il y a une autre préoccupation. Sinon,
tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on va se retrouver les mardis et je vais faire un effort de vous envoyer la leçon suivante d'ici dimanche. Donc, dites aux amis, si je ne l'envoie pas les samedis, je vais faire tout pour l'envoyer les dimanches, que chacun suive la séance sur l'analyse des correspondances. Et nous allons travailler le lundi sur l'analyse des composantes AC, donc, si je peux appeler ça, dans l'analyse des correspondances. Et le jeudi, on va travailler sur l'analyse des correspondances multiples. Donc, mais je pense bien que CP, tu fais des rapports à la faculté pour toutes les séances que nous avons ici? Oui, oui, je fais. Il faut faire les rapports des séances que nous avons auprès de Madame Fanny pour que ça soit bien comptabilisé. Oui. Ok, donc voilà, je crois que... Oui, tu as quelque chose à dire? Nous finissons le cours le jeudi prochain. Pardon? Nous finissons le cours le jeudi prochain. Oui, oui, nous allons finir le jeudi prochain si tout est normal. Hein. Donc, je vais tout faire pour vous envoyer disons, la vidéo des cours, bon, pour la placer sur YouTube. Et puis, au plus tard, le dimanche. Comme ça, les lundis, nous avons la séance pour faire la pratique sur la correspondance, l'analyse des correspondances. Et les jeudis, on termine avec l'analyse des correspondances multiples. S'il faudra peut-être programmer une séance additionnelle, on verra, mais sinon, on pourra terminer les jeudis. Ok, bon, donc bonne journée à vous tous. Donc, on se retrouve le lundi. Merci. D'accord. Ok, bye bye. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.